Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de l'information. Voici les titres. Aujourd'hui, 25 juillet, est célébrée dans le monde la journée de prévention de la noyade. Classée 3e cause de décès par traumatisme non intentionnel, la noyade représente 7% de l'ensemble des décès par traumatisme. Et en marge de cette célébration, la FBS a tenu une journée de sensibilisation sur les gestes à tenir en cas de noyade. À Bobo-Dioulasso, un camion transportant de la marchandise s'est renversé. Le drame est survenu sur le boulevard de la Révolution, axe délimitant le secteur 14 au secteur 15. Aucune perte en vie humaine n'a été constatée. Hélas, d'énormes dégâts matériels ont été enregistrés. En ce qui concerne l'affaire prêche radicaux par l'imam de Kombousougou dans le centre-sud du pays, Aboubakar Nassouri, prédicateur et acteur de la communication non violente, prend la note du ministère en charge des Affaires étrangères avec beaucoup de réserve. Pour lui, la structure de texte laisse transparaître le manque de conviction quant aux accusations portées contre l'imam. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Je vous le disais en titre, aujourd'hui, 25 juillet, est consacré par l'Organisation des Nations Unies, Journée mondiale de prévention de la noyade. Et le Burkina Faso n'est pas resté en marge de cette célébration, puisque dans le cadre de la commémoration de cette journée, la Fédération burkinabé de sauvetage, qui en est à sa 2e célébration, a tenu un atelier de sensibilisation au barrage de Tongué de Ouagadougou. Selon les statistiques, le Burkina Faso enregistre plus de 1000 cas de noyade par an. Les détails dans ce reportage de Mamidriana Kamabou. Défini comme un décès par suffocation de l'eau ou d'autres liquides qui remplit les poumons, l'OMS enregistre 1 200 000 décès liés à la noyade dans le monde. Le Burkina Faso n'est pas épargné avec environ 1000 cas de noyade enregistrés par an, raison pour laquelle la Fédération burkinabé de sauvetage a initié une journée de sensibilisation. Ce 25 juillet, au barrage de Tanguin, des gestes de base ont été enseignés par la Fédération. Des gestes simples mais importants pour sauver toute personne en situation de noyade. Nous invitons la population de rester vraiment très vigilants, de protéger les enfants pendant les saisons pluvieuses, d'éviter les accès des eaux. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de célébrer cette journée, pour sensibiliser la population les dangers de la noyade. La noyade est classée 3e cause de décès par traumatisme non intentionnel dans le monde. Elle représente 7% de l'ensemble des décès par traumatisme. Cette activité de sensibilisation est donc appréciée et va sans doute contribuer à la prévention de toute noyade. Nous ne pouvons que vraiment féliciter cette fédération et l'encourager pour ce travail à faire. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment on peut être face à une telle situation. Et si on n'a pas de professionnels, c'est effectivement difficile de sauver des vies. Donc nous leur souhaitons une bonne célébration de cette journée mondiale de la prévention des noyades. Et nous leur donnons en tout cas tout le soutien du gouvernement, de sorte que cette fédération continue donc de se consolider et fasse la promotion des gestes qui sauvent. La Fédération burkinabé de sauvetage compte en son sein 49 sauveteurs professionnels, des hommes qui ont pour mission de contrer le phénomène de noyade au Burkina Faso, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, surtout en saison pluvieuse. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a raccompagné ce matin le président de la République de Guinée-Bissau, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à l'issue d'une visite de 48 heures au Burkina Faso. Arrivé dimanche dernier, le président en exercice de la CEDEAO a eu une rencontre de travail avec le chef de l'État, les membres du gouvernement, les membres de l'ALT, les représentants de partis politiques ainsi que des partenaires techniques et financiers. Une rencontre qui s'est donc tenue hier avec pour objectif de tracer les grandes lignes de la mise en place du mécanisme du suivi-évaluation de la transition au Burkina Faso.
Voilà donc, vous l'aurez compris, la commission de la CEDEAO a rencontré le Premier ministre Albert Ouedraogo et son gouvernement ce dimanche 24 juillet afin de tracer les sillons des mécanismes de suivi et évaluation de la transition et cela conformément aux conclusions des décisions prises lors du sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO tenu à Accra le 3 juillet 2022. Suivons ce compte-rendu de Alexis Wenkouni, Belem Naba. C'est une rencontre entre le gouvernement burkinabé, le médiateur et le président en exercice de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pour tracer les grandes lignes de la mise en place du mécanisme du suivi et évaluation de la transition au Burkina Faso. Cela fait suite aux conclusions du sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO du 3 juillet dernier. Nous avons surtout échangé sur le mécanisme qui doit être mis en place pour le suivi et l'évaluation de la transition. Nous nous sommes accordés, bien entendu, sur les indicateurs, mais également nous nous sommes accordés sur le format de ce mécanisme, sur les contours surtout donc, de ce mécanisme. Et il a été convenu que ce mécanisme va être, la réflexion sur ce mécanisme va être approfondie donc par des experts, par une communauté des experts qui va nous proposer un format définitif. Plusieurs entités institutionnelles seront regroupées au sein de ce mécanisme de suivi et évaluation, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et le gouvernement burkinabé, afin de travailler et de restituer les résultats, selon le Premier ministre Albert Ouedraogo. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a effectué une visite surprise ce 21 juillet à l'endroit des unités d'intervention de la police nationale. Une visite perçue comme un signal fort et un appel au rassemblement et à l'engagement des FDS dans une synergie d'action pour fédérer les compétences face à l'hydre terroriste, selon certains observateurs, comme le capitaine de police à la retraite Almissi Ouedraogo. Ce dernier a donc été reçu au journal du dimanche soir JDS. Il nous donne sa lecture de cette visite dans ce télémon de Alexis Wenkouni, Belem Naba. Cette visite du chef de l'État, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, au niveau des unités d'intervention de la police nationale, est un signal fort et un appel au rassemblement et à l'engagement des FDS dans une synergie d'action pour fédérer les compétences face à l'hydre terroriste. C'est le jugement de Almissi Ouedraogo, capitaine de police à la retraite. Ce signal jugé fort va galvaniser les différentes troupes sur le théâtre des opérations, mais aussi nécessaire pour la cohésion au sein des forces de défense et de sécurité, afin d'éviter les incidents répétitifs constatés entre les différents corps des forces de sécurité. Vous êtes dans un pays et l'armée, la police, 1, 2, 3 se rendent dedans, ce n'est pas du tout intéressant, même si c'est l'œuvre de quelques éléments, ce n'est pas intéressant parce que d'abord, ça met à nu le manque de cohésion entre donc ces forces et en plus, ça tire la gouvernance sécuritaire du pays vers le bas. Toutes choses qui fragilisent et exposent le pays à toutes sortes d'insécurité. Ce capitaine de police à la retraite propose également une formation de base en symbiose avec les différents corps de sécurité, notamment la police, la gendarmerie et les militaires. Cette formation commune de base permettra aux soldats de cultiver la fraternité, estime-t-il. Vous allez être moulé à toutes ces réalités-là. Il n'y a pas de distinction entre recrues militaires à proprement parler, élèves policiers ou élèves gendarmes. Tout le monde est moulé aux mêmes réalités, soldats de deuxième classe, point barre, et vous êtes mis au charbon. Alors donc, ça fait quoi? Ça fait que ça cultive la fraternité d'armes. Alors ça cultive la fraternité d'armes de sorte que au cours de votre carrière et même après la retraite, vous restez véritablement des frères d'armes et vous ne pouvez pas ne pas tendre vers la cohésion en ce moment. C'est-à-dire ça s'impose. Quand votre vis-à-vis, vous le voyez comme vous-même, il n'y a pas de raison que vous vous piétinez les pieds. Ça, je pense que les avantages de cette formation-là, l'importance n'est plus à démontrer. En ce qui concerne le calibrage des équipements entre la police et les militaires, Almissi Ouedraogo pense qu'il n'y a pas de force concurrente dans un pays. Et pour le cas du Burkina Faso, elles sont plutôt complémentaires dans la coproduction de la sécurité au profit de la nation d'où elles tirent
même la raison de leur existence. La police nationale n'est pas une force concurrente à l'armée et vice-versa. Alors donc, moi pour ma part, je m'inscris plutôt dans la logique d'appréciation en termes de force complémentaire dans l'action. Dans l'action, ensemble, c'est-à-dire, il n'y a pas d'opposition, en lieu et place, il y a de la juxtaposition, c'est-à-dire qu'on se met ensemble, on évolue ensemble et on coproduit ensemble la sécurité au profit donc du pays et du peuple pour lesquels l'armée et la police nationale tirent la raison même de leur existence. Se prononçant sur la note de service du ministère en charge de la Défense, qui appelle le personnel des forces de défense et de sécurité à se soumettre avec respect et courtoisie aux différents contrôles de police et aux entrées des casernes, l'ancien capitaine de police salue cette prise de décision de la hiérarchie militaire qui permettra d'éviter certains incidents. Il dit également qu'il n'y a pas d'oralité en administration. Pour ce qui est de soi-disant la montée en puissance des FDS et les attaques des axes stratégiques comme les ponts, Al-Missi Ouedraogo note que les terroristes ne font qu'innover dans leur mode opératoire, une tentative d'isolement des grandes villes de l'intérieur par rapport à la capitale. Des mesures adaptées sont prises pour parer à ces éventuelles menaces, conclut-il. Direction Bobo Dioulasso où un gros camion, gros porteur transportant des jus a terminé dans un restaurant situé sur le boulevard de la Révolution. Alertés par les klaxons de ce camion, les clients de ce restaurant ont donc pu rapidement se mettre à l'abri. Le bilan provisoire pour l'heure ne fait cas d'aucune perte en vie humaine. Cependant, plusieurs engins ont été endommagés. Le reportage est signé Joseph Koudougou. Ce camion gros porteur transportant des jus a terminé sa course dans ce restaurant sur le boulevard de la Révolution. Boulevard délimitant le quartier Wenzenville au quartier Saint-Étienne. Selon les témoignages recueillis sur place, le camion a commencé par klaxonner à quelques 100 mètres pour alerter les usagers arrêtés au niveau des VADS. Donc j'étais assis en bas dans le hangar, j'ai vu le camion là venant en plein. Maintenant, quand il est venu à un Tesla qui était garé, il a dévié le Tesla, là, ça il est venu faire tonneau ici. Maintenant, il y avait un monsieur dans sa voiture, le monsieur est sorti, lui il a fui. Donc il a brossé la voiture là. Maintenant, il y avait une femme, la propriétaire du restaurant là, elle a été touchée sur sa nuque. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a une femme qui est tombée, elle est tombée dans le caniveau là avec sa moto, mais elle n'est pas blessée, elle est sortie, elle est partie. Alertés par les klaxons du camion, les clients du restaurant ont vite fait de quitter les lieux. Pas de perte en vie humaine, mais une dizaine de motos endommagées. Le chauffeur de ce véhicule RAV4, témoin de l'accident, nous raconte ce qu'il a vécu. Je suis le chauffeur de ce véhicule RAV4. Nous étions arrêtés au niveau des volontaires adjoints de la sécurité, attendant le signal pour poursuivre notre chemin. Le camion venant du sens contraire s'est dirigé vers nous. La seule solution pour moi était de descendre de mon véhicule pour sauver ma peau. Pour un bilan provisoire, on n'enregistre aucun blessé grave ni de perte en vie humaine. Néanmoins, la promotrice du restaurant a été victime de blessures légères et sa vie serait hors de danger. Parlons santé, parlons grossesse, mieux encore, parlons grossesse extra-utérine. Elle est à l'origine de 10 à 15% des interventions dans les hôpitaux, selon le docteur Aboubakar Touré. Il est gynécologue obstétricien à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Et dans l'interview qu'il nous a accordée, il définit la maladie à travers ses causes et ses manifestations. Des réponses sont également données sur le traitement de ces grossesses extra-utérines. Maxime Jean-Eudes Bambara nous en dit plus. Définie comme une grossesse qui s'implante et se développe en dehors de l'utérus, la grossesse extra-utérine, encore appelée grossesse ectopique, est le plus souvent localisée dans la trompe. Cette grossesse ne se déroule donc pas dans la cavité utérine comme elle le devrait. Pour Dr Aboubakar Touré, gynécologue obstétricien à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, c'est la pathologie la plus compliquée pour les gynécologues obstétriciens, en ce que son diagnostic est très difficile.
Elle se manifeste sous plusieurs formes, notamment par un retard de règles, par des douleurs dans le bas-ventre ou par un saignement vaginal. Cette pathologie se révèle un véritable danger pour la future maman. Dans la grossesse extra-utérine, ce qui est sûr à 100%, le fœtus, lui, il est sacrifié, il est mort. Maintenant, il reste à sauver la mère. Et ça représente un véritable danger chez la mère. Si on ne la traite pas, sa vie est en danger. Les médecins disent que son pronostic vital est en jeu. La grossesse extra-utérine est provoquée, selon Dr Touré, dans plus de 80% des cas par l'infection des trompes du fait des maladies sexuellement transmissibles. Si je vous dis qu'il n'y a aucune précaution au moment de la grossesse, ça c'est vrai. Mais avant la grossesse, la seule précaution que nous demandons aux femmes, c'est d'éviter l'infection. C'est l'infection qui va amener la grossesse extra-utérine, particulièrement l'infection des trompes que les médecins appellent salpingite. C'est un peu compliqué, mais bon, il faut savoir que c'est la trompe qui est la voie qui va emprunter l'œuf fécondé pour aller dans l'utérus. Si cette voie-là est bouchée, l'œuf va s'installer dans la trompe et puis voilà. On a une grossesse extra-utérine dite tubaire. Le tabagisme, l'usage du stérilet, l'âge plus avancé de la future maman, les interventions chirurgicales sur une trompe de Fallope ou sur d'autres zones du bassin ou de l'abdomen sont également des facteurs de risque de grossesse extra-utérine. Selon les gynécologues obstétriciens, les cas de grossesse extra-utérine sont assez fréquents au Burkina Faso. Les statistiques nous disent clairement que nous avons le même taux que la Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Ghana, le Bénin, le Niger, même le Tchad. Bon, donc c'est à peu près les mêmes taux, à quelques virgules près. Dans les hôpitaux, ce sont les statistiques. Nous avons à peu près entre 10 et 15% des interventions. Parce que ça, c'est les statistiques hospitalières. Maintenant, dans les pays européens, ils font des statistiques nationales. Nous avons des chiffres qui, parfois, ne sont pas, j'allais dire, signalés à l'administration. Donc, pour faire des statistiques nationales, c'est parfois difficile. Mais bon, nous avons à peu près les mêmes taux. Après l'apparition des signes, le diagnostic et le traitement doivent être faits sans retard pour éviter les complications. Le traitement consiste à éliminer l'œuf mal implanté, soit par un traitement médicamenteux, soit par une intervention chirurgicale. Dans une correspondance en date du 22 juillet dernier, le ministre en charge des Affaires religieuses fait cas de prêche radicale par l'imam Abdallah Bansé de la grande mosquée sunnite de Gambousougou. Dans la note, l'imam aurait interdit aux femmes de fréquenter des formations sanitaires où elles sont examinées par des hommes. Rencontré ce matin par une de nos équipes à ce sujet, l'imam du Serfi, après avoir écouté le sermon en question, estime que ce sont des accusations non fondées. Il parle même de diffamation contre l'imam de Gambousougou et de la communauté sunnite. C'est un compte-rendu de Abdul Rahim Nini. Dans l'affaire prêche radicaux par l'imam de Gambousougou dans le centre-sud, Aboubakar Nassouri, prédicateur et acteur de la communication non violente, prend la note du ministère en charge des affaires religieuses avec beaucoup de réserve. Pour lui, la structure du texte laisse transparaître le manque de conviction quant aux accusations portées contre l'imam. Ce que moi je déplore un peu dans ce communiqué, c'est qu'il y a trop de choses qui sont prises au conditionnel. Donc, ce qui veut dire tout simplement que le ministre lui-même n'est pas sûr de l'authenticité des propos, quoi. Ça veut dire que lui-même n'est pas sûr que l'imam en question a eu à tenir des propos comme ça. Alors que c'était intéressant, voire même nécessaire, qu'il fasse un travail d'authentification avant de se prononcer là-dessus. Dans la note du ministère, il est reproché à l'imam en question de vouloir construire un centre de santé uniquement pour les musulmans, parce qu'il serait contre le fait que les musulmans se fassent consulter par des non-musulmans. Aboubakar Nassouri met en doute ces accusations. Ça m'étonnerait vraiment que l'imam dise ça, parce qu'effectivement on ne trouve aucun texte dans la religion de l'islam qui dit qu'on doit seulement s'occuper des musulmans. Le musulman peut aller se faire consulter chez quelqu'un qui n'est pas musulman.
Voilà. Par exemple, chez un tradit praticien, même s'il n'est pas musulman, le musulman ou bien la musulmane peut bel et bien aller se faire soigner là-bas. L'imam mis en cause serait également opposé au fait que les musulmanes dévoilent leur visage lors des consultations, selon la note qui précise que ce dernier veut interdire l'accès au centre qu'il envisage construire aux non-musulmans. L'imam Ismaël Tiendrebego du CERFI, Cercle d'études, de recherche et de formation islamique, est catégorique. Les accusations contre l'imam Abdallah Bansé de Gomboussougou ne sont pas fondées. Dans aucune partie du sermon, l'imam n'a interdit l'accès à qui que ce soit au centre médical. Mieux, à partir de la 21e minute 30 secondes, pour ceux qui peuvent écouter en missa, l'imam dit clairement que le centre sera ouvert à toutes les confessions. Le centre est porté par toutes les associations musulmanes qui sont dans la région de Gomboussougou. Et ce centre-là est en fait l'objet d'un appel à financement. Donc c'est juste une partie que l'imam a évoquée dans son sermon pour dire aux gens que les personnes qui en ont les moyens doivent payer 5 000. Ensuite, l'imam n'a jamais dit que le port du voile intégral était un obstacle à l'identification. L'imam, dans son sermon, n'a parlé du voile que pour fustiger la violence dont certaines femmes sont l'objet dans les centres de santé. Pour l'imam du CERFI, cette note porte atteinte à l'honneur de l'imam accusé et de sa communauté, qui est la communauté sunnite. La note est également mensongère pour une troisième raison, c'est que dedans, de façon sibylline, la note dit que l'imam est coutumier de propos extrémistes. Donc non seulement ce n'est pas vrai déjà au regard de ce que j'ai dit et du mensonge que la note contient, mais en plus, en fait, on jette un discrédit sur quelqu'un sans aucune raison et on peint quelqu'un en extrémiste sans en rapporter la preuve. Donc déjà, le nom de l'imam est traîné dans la boue. Le nom de son association est également traîné dans la boue. Ismaël Tiendrebego invite le ministre à rectifier le tir, à présenter ses excuses à l'imam et à sa communauté, car pour lui, le contexte actuel commande beaucoup de prudence. Il n'exclut pas par ailleurs des actions en justice pour situer les responsabilités sur ce qu'il qualifie de campagne de diabolisation. La réunion annuelle du Comité technique international de sélection et d'orientation du programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes se tiendra bel et bien du 25 au 30 juillet 2022 à Ouagadougou. Une rencontre organisée par la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie en vue de sélectionner les différents projets présentés par les jeunes des pays membres afin de les soutenir. Présidée par le ministre en charge de la jeunesse et des sports du Burkina, les travaux seront principalement axés sur la qualité et la pertinence des projets de ces jeunes. Assami Tiemtoré nous en dit plus. Une réunion qui va consister pour ces experts venus au Burkina Faso de faire le tri des projets les plus pertinents et convaincants en vue de les financer et également de tenir une conférence sur la déclaration de Cotonou sur la relance de l'enseignement de l'éducation physique et sportive. C'est un cadre qui permettra d'analyser et de sélectionner, financer des projets, des meilleurs projets des jeunes, donc dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, en marge de cette réunion du comité technique, il y a également une conférence internationale sur la vulgarisation de la déclaration de Cotonou, donc qui va permettre également d'analyser, de relever des défis donc dans le domaine de l'éducation sportive, des activités sportives et physiques. Plus de 150 projets de 15 États ont été réceptionnés et c'est selon l'enveloppe financière qui se lève à 400 000 € que le nombre de projets à subventionner sera défini. Dans chaque pays, au moins 10 projets seront retenus. Vous avez entendu qu'il y a à peu près 150 projets qui sont arrivés. L'enveloppe ne permettrait pas de les financer. Donc ce que nous allons faire pendant cette semaine, et croyez-moi par expérience, c'est vraiment, ça nécessite beaucoup de concentration et c'est épuisant. Nous allons essayer de faire bénéficier chaque projet parmi les 10 de chaque pays d'une enveloppe raisonnable. Puisque l'enveloppe globale est trop petite, notre travail va être de comment réduire l'ampleur de chaque projet sans le remettre en cause. Je vais être très simple. Quelqu'un qui veut se lancer dans l'embouche bovine et qui a prévu 10 vaches.
On va voir si on peut réduire à 5 vaches. En marge de cette réunion, la Confégès tiendra une conférence sur la déclaration de Cotonou par rapport à la relance de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans l'optique de permettre aux sportifs de pouvoir émerger grâce à l'éducation physique de base. L'objectif, c'est de renforcer, d'accompagner les pays à fabriquer des hommes, à fabriquer des citoyens, à fabriquer des sportifs de haut niveau grâce à l'éducation physique apprise dès l'école primaire. Donc dans cet objectif-là d'ailleurs, nous pensons qu'il est important aujourd'hui que tous les États et gouvernements membres s'approprient cette déclaration pour relever le niveau du sport et éviter le décrochage scolaire observé chez beaucoup de jeunes sportifs et faire en sorte qu'on ait des sportifs éduqués, des sportifs de haut niveau éduqués, capables de discuter tout ce qui concerne leur propre carrière et d'avoir un métier au cas où la carrière sportive ne se déroule pas comme on le souhaite. Au sortir de cette réunion de 5 jours, la Confégès pourra donc entamer le processus de subvention des projets retenus. L'amicale des arbitres du Faso-Foot a tenu pour la 2e fois son tournoi à l'endroit donc des acteurs du Faso-Foot. Dénommé tournoi de l'Union des acteurs du Faso-Foot, cette compétition a eu lieu au stade municipal ce dimanche 24 juillet et à l'issue des matchs joués, c'est l'équipe de la police nationale qui s'attribue le trophée de la 2e édition placé sous le thème « Une meilleure synergie des acteurs du Faso-Foot pour des meilleures performances ». Assami Tiamtoré pour le reportage. 10 équipes ont pris part à ce tournoi, à savoir l'équipe des journalistes sportifs, du syndicat des joueurs, des anciens internationaux, des arbitres, des entraîneurs de football, de l'INSE, de la police nationale et municipale et de la gendarmerie. Après les matchs à élimination directe, l'équipe des entraîneurs se hisse en finale contre celle de la police nationale. Pour cette rencontre, la police plus forte physiquement impose son jeu aux entraîneurs expérimentés et pétris de talent. En première période, l'équipe de la police ouvre le score très matinalement. Les entraîneurs essaient de se remobiliser, mais pendant ce temps, la police nationale en profite pour planter le second but. À 2-0 à la pause, en seconde période, les policiers maintiennent la pression. Les entraîneurs se débattent comme ils peuvent pour revenir au score, mais contre le cours du jeu, ils encaissent un 3e but et c'est le but du chaos. La police nationale est faite championne au coup de sifflet final par le score de 3-0. C'est un sentiment de joie, de fierté. Voilà, c'était pas vraiment certes facile, mais nous avons tenu jusqu'à bout. Et bon, Dieu merci, ça a payé. Voilà. Merci bien aux organisateurs. Voilà, c'est une très bonne compétition. Je pense qu'il y a l'harmonie, il y a la cohésion sociale qu'on prône. Voilà, et nous sommes contents. Voilà. Ce tournoi organisé dans le but de permettre aux acteurs qui gravitent autour du football de fraterniser est apprécié positivement par les premiers concernés. Je pense que c'est une bonne initiative et c'est quelque chose à encourager. Chaque année, on organise ces compétitions et ça nous permet quand même à l'intersaison de se frotter et puis de se donner aussi des idées parce que c'est la grande famille, et que ce soit la presse, que ce soit les joueurs, que ce soit les entraîneurs, c'est la même famille. Souvent, c'est les intérêts souvent qui nous créent un peu la zizanie, sinon c'est la grande famille. Un objectif atteint au vu de l'adhésion et du fair play qui a prévalu, qui sont en outre en rapport avec le thème selon les organisateurs. Il faut dire que c'était une grande mobilisation de part des acteurs de Faso-Foot qui sont venus ce matin pour en tout cas, communier autour du ballon. On a eu au total 10 équipes et de notre point de vue, toutes les parties prenantes de l'organisation du championnat étaient là. L'objectif de cette activité était de réunir ces personnes-là pour qu'on puisse se connaître. De notre point de vue, ça pourrait contribuer à l'amélioration des performances des équipes. Déjà remercier l'amicale des arbitres qui a pensé réunir l'ensemble des acteurs de notre système de football, surtout pour fraterniser, parce que c'est une activité de fraternisation qui rentre dans la dynamique de pacification de notre championnat, de nos championnats du moins, et surtout de la cohésion entre tous les acteurs. L'équipe de la presse sportive, après avoir éliminé en quart
quart de finale, l'équipe des arbitres, par le score très lourd de 2-0, prend la 4e place en tombant le micro à la main en demi-finale face aux entraîneurs par le petit score de 2-0. L'équipe de l'ULCE, battue en demi-finale par la police nationale à l'issue des tirs au but, occupe la 3e place. Nous terminons au Zimbabwe où le gouvernement propose depuis ce 25 juillet la vente au prix international du métal jaune de pièces d'or pesant chacune 1 once. Les détails dans ce reportage. Le Zimbabwe a mis en circulation ce lundi une pièce d'or pour tenter de stabiliser son économie et enrayer l'engouement pour le dollar américain, accusé d'affaiblir la monnaie locale. Baptisée Mosia Otunia en référence au spectaculaire chute Victoria, cette pièce d'or fait figure de valeur refuge. La banque a mis aujourd'hui sur le marché le premier lot de 2000 pièces d'or, Mosia Otunia. Les agents locaux ont commencé à vendre la pièce d'or sur une base d'argent au prix initial de 1823,80 $ par pièce d'or. Elle sera convertible en espèces en dollars zimbabwéens ou américains. Selon la Banque centrale, ces pièces d'or devraient faire baisser le taux d'inflation qui atteint 191,60% en juin. Ce à quoi nous nous attendons, c'est une stabilisation du taux de change et donc par extension les effets de répercussion sur le système des prix. Et donc nous nous attendons à avoir une stabilité des prix dans l'économie. Pour certains économistes, la nouvelle pièce n'aura pas d'effet significatif pour la stabilisation de l'économie, car au Zimbabwe, les prix des biens et services est fixé en dollars américains depuis la très forte inflation de 2008. Fin de cette édition. Je vous quitte sur cette pensée positive qui dit ceci. Chaque matin, réveillez-vous en éprouvant de la gratitude pour ce que la vie vous offre. Et n'oubliez pas que quelqu'un, quelque part, se bat pour avoir ce que vous avez déjà. Bonne suite de soirée et à demain.